Comment fabriquer la ville de demain? C'est parti pour cette émission spéciale Figaro Immobilier et Figaro Immoneuf. Alors, dans cette émission, on va parler logement, bien sûr, qui représente 70% d'une ville, mais aussi construction, rénovation, recyclage urbain. On va parler des espaces partagés, on va parler des nouvelles tendances pour vivre et habiter. Il n'y a pas une, mais plusieurs façons de fabriquer la ville. Alors cette émission spéciale s'appuie également sur un observatoire que l'on a mené avec notre chef de marché. On a posé des questions sur comment vous vous projetez, comment imaginer cette ville de demain, à la fois bien sûr sur le logement, mais aussi la mobilité, l'environnement. Tout cela est très important, on le verra dans une deuxième partie de l'émission. 4 invités ici pour cette émission, 2 en plateau et 2 en visio. Alors en plateau, on va commencer tout de suite par Éric Groven. Bonjour Éric. Bonjour. Alors, Éric Groven, directeur de Sogeprom, président de Sogeprom, du réseau Société Générale, de la ville E+, très impliqué d'ailleurs sur l'acte de construire, notamment à la tête d'une opération emblématique, c'est le futur village des médias, des Jeux Olympiques, qui sera reconverti en écoquartier avec des logements et des services. Nordine Hachemi, bonjour. Bonjour. PDG de Kaufmann et Broad, très impliqué également dans les nouvelles formes d'habitat également, et qui va mener une grande opération à Reims, dans un quartier avec des logements, des bureaux, une résidence étudiante, de l'urbanisme transitoire en amont et durant la phase des travaux. En visio, alors on va retrouver Christine Lecomte. Bonjour Christine. Bonjour. Présidente de l'Ordre des architectes de France, qui vient de publier un livre qui s'appelle Réparons la ville. Réparons la ville avec un point d'exclamation. Je crois que ça traduit aussi beaucoup de choses et il a son importance. Et puis nous avons Jean-Christophe Vizier. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Alors, directeur de la prospective au CSTB, c'est-à-dire c'est le Centre scientifique de la technique du bâtiment, et à l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique, et vous venez de dévoiler une enquête que vous avez copilotée depuis maintenant 2 ans, une démarche prospective, imaginons ensemble les bâtiments de demain, et c'est à l'horizon 2050. Alors, tout d'abord pour démarrer, une première partie, c'est un peu l'état des lieux, et savoir où est-ce qu'on en est au niveau de la construction, et avec des nouveaux modèles qui apparaissent. Est-ce qu'il est facile de construire en France des logements? Éric Groven. Non, je crois que l'acte de construire est devenu de plus en plus compliqué. Il y a un ensemble de raisons qui peuvent l'expliquer, mais au premier rang desquelles, la nouvelle configuration de l'état d'esprit des élus ne facilite pas la délivrance des permis de construire. Et donc, nous sommes face à une situation dans laquelle le foncier est rare, il est cher, et ces deux phénomènes sont aussi percutés par des préoccupations environnementales tout à fait louables, mais qui perturbent également l'acte de construire, que sont à terme la zéro artificialisation nette des terres, qui font que globalement le terrain de jeu dans lequel les promoteurs, les aménageurs, tous ceux qui veulent construire la ville, ce terrain de jeu se réduit, ou en tout cas ne s'étend plus. Et dans cette configuration-là, faute d'une politique du logement qui serait inspirée par les pouvoirs publics et qui serait volontariste et courageuse, faute d'une politique dédiée, évidemment, c'est difficile de construire en France. Nordine Hachemi, pareil, les réticences, d'où viennent-elles? Pourquoi? Ce que vient de dire Éric est tout à fait juste, bien évidemment. Il faut rajouter quand même une aberration, c'est que la France a beaucoup d'espace. C'est pas le Japon, la France. On n'est pas sur une île couverte à moitié par des montagnes. Et donc, on a créé cette rareté du foncier uniquement par un jeu de règlement, par un jeu de blocage et par parfois un peu de manque de courage. Donc, le foncier est là, il est disponible. Et puis, je pense aussi que le rôle de l'État doit être repositionné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande à l'État de faire une politique du logement. Moi, je pense qu'on devrait demander à l'État d'avoir une politique d'aménagement du territoire. Et à partir du moment où le territoire est aménagé, on peut penser logement. Très bien. Christine Lecomte, sur l'état des lieux, l'état de la construction de logements aujourd'hui en France.
Alors on peut le prendre par plusieurs prismes, hein. Soit on le prend effectivement sur le prisme qui vient d'être abordé en se disant c'est de plus en plus difficile, l'artificialisation des sols c'est un problème, etc. Ou alors on le prend sous un prisme qui conjugue à la fois les besoins mais également les enjeux qui sont un peu plus long terme mais pas tant que ça. Par exemple, il faut quand même se rappeler qu'en 2100, 74% de la population sera sujette à 20 jours de canicule mortelle par an. Donc, on a un besoin d'atténuer et d'adapter nos villes. Et effectivement, c'est la fin de la ville facile, la fin du terrain de jeu. Ça devient la ville plus compliquée à fabriquer, où il va falloir mettre beaucoup d'ingénierie pour trouver des solutions et faire mieux avec moins. Jean-Christophe Vizier, vous, votre sentiment, vous qui avez interrogé à la fois de nombreux acteurs de l'immobilier, de la construction, quand vous avez mené cette prospective sur les bâtiments de demain. Tout d'abord, sur l'état des lieux, est-ce que vous avez senti des inquiétudes, au contraire des réticences ou bien des projections importantes? Quel est l'état d'esprit, en tout cas des professionnels et des principaux acteurs que vous avez rencontrés? Je crois que ce qui apparaît clairement pour tout le monde, c'est qu'on est en pleine transition. On n'est pas dans un monde où on peut continuer à faire comme avant. On a des changements assez profonds qui sont en train de se faire, et j'en citerai trois. La première transition, c'est une transition démographique. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a une population qui a cru régulièrement, mais on s'aperçoit aujourd'hui que cette croissance n'est plus garantie. L'INSEE nous annonce un maximum de la population française vers 2045. Déjà aujourd'hui, la population des moins de 60 ans est déjà en décroissance. Donc, premier sujet là, qui se traduit aussi par un vieillissement de la population. Moins d'enfants, plus de personnes âgées, ça veut dire des besoins de logement qui changent. On est en train de rentrer dans une période où on sera moins dans le quantitatif, plus dans le qualitatif. Le deuxième sujet, vous en avez parlé les uns et les autres, c'est ce changement environnemental, avec le changement climatique, le risque sur la biodiversité qui pose la question de l'artificialisation des sols. On sait que si on perd de la biodiversité, ce sera absolument critique. Et c'est ça qui pousse à ces règles sur les zéro artificialisation nette. Et puis le troisième changement, c'est les matériaux qu'on peut utiliser. On voit qu'on commence à avoir des pénuries sur certains matériaux. Et donc, on se dit que cet aspect environnemental, il faut absolument le prendre en compte. Et en même temps, on est en train d'apprendre comment le faire. L'Institut Palladio vient de sortir une analyse des acteurs du terrain et cette question de comment on passe d'une prise de conscience environnementale à trouver des solutions pour faire avec l'environnement. Le troisième changement majeur, c'est le numérique qui est en train de bousculer complètement les usages. On le voit dans le commerce avec le développement du e-commerce, dans le bureau avec le télétravail, dans le logement avec le télétravail également. Et ce numérique, il va nous offrir aussi des nouvelles possibilités, en particulier sur comment mieux faire correspondre l'offre et la demande. On a vu par exemple que Airbnb, avec tous les travers que ça a aussi montré que on pouvait avoir des changements d'usage de bâtiments permis par le numérique. Donc probablement que la grosse difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est dans un moment où tout change très vite et qu'il va falloir inventer des nouvelles manières de faire avec ces changements. Alors ça, on va le voir effectivement, et c'est le but aussi bien sûr de cette émission, sur les transitions auxquelles nous sommes confrontés, écologiques, numériques, démographiques, Eric Groven. Je crois qu'effectivement, le monde dans lequel nous vivons se transforme, et il se transforme principalement en fonction du besoin de la population et puis aussi des aspirations de la population. Et à cet égard, la crise sanitaire a accéléré des tendances qu'on connaissait déjà. Et pour nous qui fabriquons la ville, ceci a de grandes conséquences. Ça n'a pas d'ailleurs de conséquences que sur le logement. Ça a également de grandes conséquences sur le bureau. C'est le monde de l'immobilier qui est percuté par une transition qui est multifactorielle, multidimensionnelle et qui interroge tous les acteurs de la fabrication de la ville. On le voit d'ailleurs dans la façon dont les promoteurs mettent maintenant en avant leur programme
notamment autour de quasiment 100% d'espace extérieur dans les programmes neufs qui sont proposés, un aspect essentiel apporté à la végétalisation, aux matériaux de construction. Bref, cette prise en compte à la fois des besoins de la population, mais également de ses aspirations accélérées par cette période que nous venons de vivre, sont effectivement les défis auxquels l'industrie immobilière au sens large doit se confronter. Nordine Hachemi, les promoteurs répondent à ces défis. Alors bon, donc tout va pas si mal que ça. Alors, moi je temporiserai un peu parce que on veut toujours des réponses très rapides à des sujets qui sont très long terme. On a déjà fait des erreurs dans le passé. On a fait des erreurs sur le tout gaz pour réaliser que finalement ça émettait du CO2. Là, c'est le tout bois, on va s'apercevoir que ça pose des problèmes d'exploitation des forêts. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est d'abord qu'on se pose sur le diagnostic et sur des solutions et qui vont bien au-delà de simplement des réponses réglementaires à très court terme. De la même manière, on ne se pose pas les vraies questions sur quels sont les besoins en termes de logement, de typologie de logement. Aujourd'hui, on a des règlements qui sont en train de définir les tailles des logements qui ne correspondent absolument pas aux demandes. Ça a été dit à l'instant. On doit faire face non pas tellement... Alors, il y a un accroissement de la population qui est là, donc il faut y répondre de toute façon. On ne peut pas se permettre de dire qu'il y a une génération qui va se passer de logement. Donc il faut répondre à la croissance démographique passée, et puis il faut s'adapter à l'évolution de la population et particulièrement au vieillissement de la population. On voit les aberrations actuellement qu'on est en train de vivre, où d'un côté on est en train de dire il faut des grands appartements familiaux, puis d'un autre côté on est en train de dire il faut garder les personnes âgées à domicile qui ont besoin de petits logements. Donc il faut poser un diagnostic. Tout va bien, pour répondre directement à votre question. Non, il y a des solutions qui se trouvent au fur et à mesure pour répondre partiellement à la demande. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que tout va bien parce que je pense qu'il manque ce diagnostic. Pourquoi les réticences des maires, des élus justement à la délivrance des permis? Pourquoi souhaitent-ils pour certains repartir de zéro, parce que des projets ne sont plus adaptés aujourd'hui, qu'il faut les regarder différemment, qu'il y a aussi des prises de conscience? Alors, les maires répondent à deux contraintes. Une première contrainte qui est la contrainte de la population qui les a élus, qui traditionnellement n'aime pas voir des nouvelles constructions, sauf que là, si on est très objectif, là où les recours contre les projets étaient plutôt pas honteux, mais on n'en était pas fiers, maintenant on les justifie avec des prétextes environnementaux, c'est-à-dire qu'on cherche à protéger son environnement, mais on dit que c'est pour l'environnement. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, un deuxième problème, c'est aussi un problème budgétaire, c'est que je pense que la suppression de la taxe d'habitation fait que c'est compliqué pour les maires de projeter l'arrivée d'une nouvelle population quand on ne connaît pas les revenus. Donc la somme des deux fait qu'on a un blocage, mais qui, encore une fois, il y a des solutions à apporter. Les maires ne sont pas moins bâtisseurs que leurs prédécesseurs. Simplement, on est dans une conjonction de deux phénomènes qui ne sont pas propices à la construction de logements. Christine Lecomte, vous sentez un changement sur les modèles aujourd'hui, quand on parle des délivrances des permis? Quel est votre sentiment, Christine Lecomte? Je pense qu'il va falloir un changement. Ça, c'est une évidence parce qu'on est arrivé au bout d'un espèce de modèle où finalement, ce qu'on propose aux habitants, ils veulent pas le voir parce que ça donne pas envie, dans le sens où ça ne s'adresse pas à eux-mêmes, mais c'est finalement souvent un produit qui vient s'installer à côté de leur environnement. Donc aujourd'hui, on a besoin de beaucoup plus de participation citoyenne, on a besoin de beaucoup plus de démocratie dans l'acte de construire. Peut-être aussi de se dire que puisqu'il va pas falloir qu'on sorte de l'enveloppe urbaine, à chaque fois qu'on va venir construire quelque chose de neuf, on rappelle quand même que la ville neuve, c'est à peu près 1% tous les ans, il nous reste à peu près 20% de la ville à construire, on a 80% de la ville de demain qui est déjà présente, et donc on n'a pas le choix, il faut qu'elle soit extrêmement bien construite, cette ville du futur, là, ces bâtiments qu'on va construire en neuf, notamment pour qu'ils apportent ce qui manque en fait dans la ville, et pour que justement on puisse accepter ça. Et peut-être que c'est parce qu'on avait une politique du logement qui était trop focalisée sur l'objet et qu'il faudrait qu'on passe à une politique de l'habitat. Et là, je rejoins monsieur qui disait la politique du logement, ça suffit
suffit pas. Il faut une politique d'aménagement du territoire. Moi, je dirais même peut-être plus de ménagement du territoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'aménagement, c'est aussi de se dire qu'on a une possibilité de tout aménager. Aujourd'hui, non. La terre, c'est notre premier habitat. On sait dans quel état on l'a mise et dans quel état elle se dégrade. On sait aussi l'habitabilité et l'inhabitabilité de certaines parties de notre territoire. Il suffit de regarder les rapports du GIEC. Donc, on est dans une forme d'urgence à laquelle nous devons répondre pour permettre aux populations de ne pas être confrontées à des problèmes de sécurité qui seront vitales pour la vie. Donc, on a vraiment un sujet qui est la protection aussi des populations par rapport à là où on construit. Et donc, vis-à-vis des élus, pour eux, c'est très complexe parce qu'à la fois, il faut effectivement conjuguer les nouvelles aspirations habitantes, conjuguer ces enjeux environnementaux, des injonctions, des normes. Ça fait tout un millefeuille et parfois, il manque de conseils pour prendre des décisions et des visions. Et je pense que dans cette situation dans laquelle on est, il faut qu'il y ait vraiment des directions qui soient affichées et qu'on territorialise beaucoup plus la façon dont on construit et que les habitants, mais également les élus, soient dans un projet de territoire qui comprennent. On habite dans une ville et cette ville-là, elle a des enjeux, elle a un intérêt en fait général à exister, mais il faut que tout le monde le comprenne parce que sinon, en fait, ça fait des blocages et les blocages, ils sont encore plus forts si les bâtiments sont effectivement pas de bonne qualité. Dernier petit point, c'est vrai que ça nous a pas aidé d'avoir des produits en défiscalisation qui ont fait qu'on a beaucoup construit comme un produit économique, le logement notamment. Et donc, globalement, avec des gens qui achetaient, non pas pour habiter, mais pour louer et pour avoir un revenu, on va dire. Et donc, c'est très compliqué, quand on est dans ces situations-là, d'apporter cette habitabilité et ce confort et de travailler sur autre chose que des appartements mono-orientés avec des petites cuisines qui se ferment pas. Enfin bon, je vais pas vous faire le topo, il suffit de lire les différents rapports sur les constats, on ne parle pas des solutions qui sont apportées dans ces rapports, pour se dire qu'on a un réel problème et que ce qu'on construit aujourd'hui, il faut leur apporter beaucoup plus de qualité. Très bien. Éric Groven, concertation avec les élus, concertation aussi avec les habitants. Normalement, enfin, on a le sentiment que maintenant, dès que des programmes sortent, il faut de toute façon la concertation avec les habitants, les riverains. Ah bah, c'est devenu une exigence absolue parce que sinon les projets soit mettent énormément de temps à voir le jour, soit parfois même sont rapportés tout simplement parce qu'ils font l'objet d'une hostilité d'un certain nombre de parties prenantes. Et à cet égard, ce que disait Madame Lecomte sur la participation citoyenne est l'élément central de l'évolution de la construction des projets. Et je rejoins ce que disait Nordine sur le fait que la politique du logement, c'est secondaire par rapport à une politique d'aménagement du territoire. Madame Lecomte l'a également dit. Et en réalité, quand on met ces différentes briques l'une avec l'autre, on s'aperçoit que, quand même, c'est cette participation citoyenne qui est l'élément qui va faire que le ciment va prendre. Nous avons, par exemple, lancé une activité qui est la Vie le Plus. Je ne suis pas là pour en faire la promotion, mais je dis simplement que quand je vois le succès des démarches et l'adhésion des différentes parties prenantes au fait de se retrouver simplement autour d'une table. Et de les impliquer en amont. D'examiner une carte, de leur dire comment nous allons disposer les choses et organiser très rapidement, pour ne pas ralentir les projets, mais également assez efficacement. En fait, on essaie de réduire les antagonismes en amont et d'arriver sur un projet qui soit socialement validé. Et donc, à ce titre-là, je crois que cette concertation est absolument essentielle. Elle ne garantit pas la bonne fin des projets, mais sans concertation, il n'y a pas de projet. Très bien. Nordine Hachemi, alors Christine Lecomte l'a évoqué tout à l'heure, faut-il des produits de défiscalisation type Pinel pour inciter à produire des logements? Et on dit aussi souvent, s'il n'y a pas d'investisseurs dans le neuf, en fait, on peut être piégé, il n'y aura pas d'opération. Quel est votre sentiment? Est-ce qu'il faut du Pinel ou pas? Est-ce qu'il faut penser avant tout aux habitants et penser à loger les gens avant tout? Alors moi, j'ai déjà pris une position publique sur le sujet, c'est que je pense que ces produits de défiscalisation ne sont pas bons et je pense qu'il faudrait supprimer à terme ces dispositifs Pinel et autres.
et les remplacer progressivement par le retour des investisseurs institutionnels, compagnies d'assurance et fonds d'investissement dédiés au logement. On a prouvé, nous, chez Kaufmann et Broad, que c'était possible. On a commercialisé des portefeuilles de logements sur l'ensemble du territoire, pas simplement sur Paris et Petite Couronne. Sans avoir besoin d'investisseurs privés au départ. Tout à fait. Donc il faut faire Donc, ce retour. Tout à fait, c'est possible. Alors, il faut l'accompagner. Et il faut permettre aussi aux particuliers d'acheter des logements. Il ne faut pas les priver de cette capacité d'acheter des logements, mais il faut revenir à une fiscalité qui soit un peu plus en cohérence avec le caractère essentiel du logement. Faut avoir à l'esprit que quand on achète un logement en France, on paye 50% de taxes entre le moment où on l'achète et le moment où on le revend. En Allemagne, c'est 25%. Donc il y a un vrai problème de fiscalité autour du logement qu'il faut abaisser parce qu'elle est beaucoup trop élevée, mais sortir de ce mode d'acquisition de logements, c'est-à-dire revenir supprimer cet aspect produit financier, en faire d'abord des logements. Là, c'est ce que Donc, souhaite. on est tout à fait en ligne avec ce qui vient d'être dit. Préconise Kaufmann et Broad, mais c'est pas ce qu'on entend de la part de la Fédération des promoteurs immobiliers. On est bien d'accord là. Et vous, Eric Goven? Alors, c'est par plaisir que je vais donner la réplique à Nordine pour dire que je partage entièrement son point de vue, à quelques réserves près. D'abord, nos amis investisseurs institutionnels s'étaient désintéressés du logement, qu'ils considéraient trop compliqué à gérer et pas assez rentable. Et c'est au profit de la crise sanitaire que finalement, un retour des investisseurs institutionnels s'est marqué, puisqu'ils ont acheté plus massivement à l'ensemble des promoteurs des biens, et notamment pour du logement intermédiaire. Sur cette transition, c'est-à-dire la fin des produits de type Pinel vers des investisseurs institutionnels, je suis entièrement d'accord. Je dis juste que tant que ceci n'est pas entièrement réalisé, pensons que fondamentalement la France est divisée en trois grandes parties. Les gens qui sont accessibles au logement social, et d'ailleurs quand on regarde les programmes des partis politiques aujourd'hui pour la présidentielle, finalement on nous parle de ça. Et puis à l'autre bout du spectre, les gens qui n'ont absolument pas besoin d'aide pour être autonomes en matière de logement. Et puis tout au milieu, il y a une frange très importante de classe moyenne qui sont trop riches pour accéder au logement social et pas assez pour se loger de façon libre. Et cette fenêtre fiscale, pour autant critiquable qu'elle soit, et je connais bien les effets de bord que Mme Lecomte a indiqué en matière de qualité, a permis tout de même d'alimenter des logements avec des loyers qui étaient modifiés par rapport aux produits de marché classiques. Et donc, je serais tenté de dire que c'est un moindre mal, que dès qu'on pourra s'en passer, ce sera formidable. Et effectivement, j'appelle aussi de mes voeux le fait que les investisseurs institutionnels prennent le relais de cette politique qui, individuellement, effectivement, a des effets pervers notables. Jean-Christophe Vizier, quels sont pour vous les enjeux sur le stock? Est-ce que la construction neuve peut donner du sens, peut-être passer d'une période quantitative à une période qualitative, plus qualitative, on va dire? Je crois que c'est vraiment un enjeu clé. Quand on parle d'aménagement du territoire ou de ménagement du territoire, la première chose qui frappe, c'est que on a à la fois du neuf, 1% par an, et puis tout l'existant. Si vous regardez l'évolution des marchés ces temps-ci, vous constatez quoi? Le neuf est à la peine. En revanche, sur l'existant, sur les ventes, il y a une augmentation considérable. 1 200 000 ventes de logements l'an dernier, en croissance très forte. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est en train de se jouer entre j'achète du neuf ou je change de logement pour avoir un logement qui soit plus adapté à mes besoins. Et je pense que c'est là qu'on a un changement qui est assez profond. On est en train de sortir d'une période où l'enjeu du fait de la croissance démographique et autres, c'est de construire, de construire, de construire. Aujourd'hui, on a un déjà là qui est important. Et donc, on va avoir pour chacun un peu un choix entre je vais dans le neuf, parce que ce neuf est très adapté à quelque chose qui manquait sur ce territoire-là, là où j'ai envie d'être, ou je vais dans de l'existant qui a des besoins de rénovation absolument considérables pour différentes raisons, à la fois énergétiques ou environnementales, mais aussi de vieillissement de la population. Et puis ce que disait un des interlocuteurs tout à l'heure,
On a des logements, des ménages qui sont de plus en plus petits. On a un décalage entre la taille des ménages et la taille des logements. Typiquement, vous avez des personnes âgées qui ont un grand logement et qui disent « Mon besoin, ce serait peut-être d'avoir un logement plus facilement accessible, mais plus petit ne me poserait pas de problème. » Et c'est probablement un des enjeux qu'on a, et il y a probablement une évolution des métiers forte à avoir pour que le métier de construire, ce soit demain, par moment, de construire du neuf, peut-être de détruire de l'existant pour refaire du neuf sur le même terrain, mais aussi et de plus en plus de transformer l'existant. Et c'est peut-être entre ces trois choses qu'il y a à trouver une place pour offrir à chacun la qualité dont il a envie et qui peut s'offrir.